Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. BMX, un Open était organisé pour la première fois sur la nouvelle piste des Clés-sous-Bois ce dimanche. Plus de 400 concurrents ont joué des coudes pour remporter cette compétition. Les détails dans cette édition. Tir à l'arc, un concours sélectif salle au championnat de France était programmé tout au long du week-end au gymnase Pierre de Coubertin de Montigny-le-Bretonneux. La compétition organisée depuis 2012 marque le début de la saison en salle dans le département. Nous y reviendrons dans quelques instants. Golf, les capitaines de la Ryder Cup sont allés à la rencontre de la presse ce mardi à Paris à l'occasion du One Year to Go, événement qui enclenche la dernière ligne droite de l'organisation de la compétition sur les greens du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ils ont dévoilé une partie de leur stratégie à cette occasion. On commence tout de suite ce magazine par les résultats sportifs de la semaine dans le département. Avant de développer ces titres, direction les championnats d'Europe de cyclisme sur piste qui se sont tenus la semaine dernière à Berlin. L'équipe de France a réalisé une superbe compétition en remportant 8 médailles dont 5 en or. Parmi les principales sensations, Sébastien Vigier, le pistard qui s'entraîne presque tous les jours sur la piste de Saint-Quentin-en-Yvelines, a remporté à seulement 20 ans la plus belle des médailles en vitesse individuelle. Et c'est également illustré en montant sur la plus haute marche du podium en vitesse par équipe avec les Ignemontins Quentin Lafargue et Benjamin Hedelin. Le trappiste Benjamin Thomas, quant à lui, a raflé l'or sur l'épreuve de poursuite par équipe, l'or sur l'américaine et le bronze sur l'épreuve de l'omnium, à 5 points de l'espagnol Albert Torres. Dans la dernière journée, chez les filles, Mathilde Gros a obtenu la médaille d'argent en vitesse individuelle, battue en finale par l'allemande Christina Vogel, la seule médaille chez les féminines. On continue à parler de cyclisme et plus précisément de BMX. Le club des Clés-sous-Bois a organisé ce dimanche son tout premier Open sur sa nouvelle piste. Un équipement ouvert officiellement depuis début septembre. Plus de 400 concurrents ont tenté de dompter ces nouvelles bosses. Les images sont signées à Nicolas Dandry. Des coups de pédale survitaminés, de la bagarre dans les virages, bienvenue sur l'Open de BMX des Clés-sous-Bois. Ce dimanche 22 octobre, plus de 400 bikers se sont donné rendez-vous pour participer à cette compétition amicale. Le niveau, il est régional, mais il est aussi national. On a des pilotes qui viennent d'autres départements et même d'autres régions. On a des pilotes qui sont allés au championnat du monde, qui ont fait des manches de Coupe du Monde. Et du coup, tout ça est étalé tout au long de la journée. Cette compétition a également permis aux bikers de tester la toute nouvelle piste du club inaugurée début septembre. Plus d'1 million d'euros ont été investis pour créer un tracé de 350 mètres homologué par les instances fédérales. Après quelques tours de piste, premier verdict. Elle est cool, franchement, elle est assez technique, elle est roulante, les virages sont propres. Donc on le fait au max. On prend comme on veut. Technique et pas trop dangereuse. Et les virages sont bien compliqués à prendre, mais c'est ça qui est marrant. Pour dompter les bosses, les 400 participants ont tous leur propre technique. Par exemple dans les virages ou sur les parties plats, bien relancer et bien pousser sur tout ce qui est enroulé, tout ça. Les bosses sont assez plus grosses, donc il faut bien être technique, il ne faut pas taper, il faut être précis. Un repérage de la piste qui pourrait faire la différence lors de la prochaine édition en 2018. L'événement sera cette fois-ci officiel et comptera pour le classement général. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de tir à l'arc dans ce magazine. Un concours sélectif salle au championnat de France était programmé tout au long du week-end à Montigny-le-Bretonneux. Une compétition organisée depuis 2012 qui marque le début de la saison en salle dans le département. Un montage de Sandrine Fonteille. Vous avez 2 volets d'essai et après ce sera le début des tirs comptés. Je vous souhaite un bon tir à toutes et à tous. Le parfum de la compétition était présent au gymnase Pierre de Coubertin de Montigny-le-Bretonneux ce samedi 21 et ce dimanche 22 octobre. Le club d'archers de la ville a organisé un concours sélectif salle au championnat de France. Pour participer, les 250 sportifs doivent avant tout passer par le contrôle du matériel. Donc on ne peut pas avoir de viseur qui marque un point sur les cibles, par exemple, c'est interdit. On doit avoir une corde qui n'a pas plus de marque que les points d'encochage. On doit avoir une palette qui soit propre et non avec aucune distinction supplémentaire. Les flèches doivent être marquées. Une fois le matériel enregistré, les compétiteurs peuvent prendre le départ et décocher leurs flèches. Les archers peuvent choisir entre les catégories arc classique ou arc à poulie, un matériel moderne qui utilise un effet de levier. Comme son nom l'indique, on a 2 poulies, une en haut, une en bas, contrairement aux arcs classiques. Les poulies, comme on les voit, elles ne sont pas axées, donc ce qui permet de démultiplier la force. C'est-à-dire que quand on va armer l'arc, au moment du passage du pic, on va avoir une puissance qui est au maximum en France autorisée de 60 livres. On a ce qu'on appelle une bascule.
Et là j'ai plus de puissance. Par contre, là, au moment du pic, là, j'en ai beaucoup. Là, j'en ai plus. Arc à poulie ou arc classique, les compétiteurs doivent prendre leur repère pour être le plus précis possible sur le départ. Pour réussir à toucher la cible installée à 18 mètres, chaque participant a sa routine. Moi, personnellement, c'est de bien mettre ma main dans le grip, c'est de bien baisser mon épaule parce qu'il faut que je travaille ce point-là de manière importante. Mais oui, on a tous une séquence et des points clés à ne pas oublier dans notre séquence de tir. Une bonne préparation et puis une certaine répétition dans les gestes, si possible les mêmes, ce qui est beaucoup plus difficile. Les archers qui ont fait les meilleurs scores pendant les 2 jours de compétition seront sélectionnés selon les quotas aux championnats départementaux, régionaux et championnats de France dans les différentes catégories de poussins à super vétérans. Les 2 archers que vous avez vus pendant le reportage ont terminé premier de leur catégorie. Nicolas Vachette de Sarcelles a terminé premier en arc à poulie avec un total de 561. De son côté, Jean-Luc Armand de Magny-la-Maux a remporté la compétition arc classique avec un score de 548. Du football à présent avec le championnat R4. Trappes jouait ce week-end contre Maison-Alfort à l'extérieur à l'occasion de la 6e journée du championnat. Et les trappistes se sont inclinés 1-0. Une désillusion après leur victoire 4-0 contre le leader Ozoir la semaine dernière. Au classement, Trappes redescend la 6e place avec un bilan de 3 victoires et 3 défaites depuis le début du championnat. En rugby, Plaisir a emporté peut-être l'un de ses matchs les plus importants de la saison en Fédéral 2. À la lutte pour le maintien, les Plaisirois se sont largement imposés contre un concurrent direct, Arras, sur le score de 29-7. Première victoire de la saison, très bonne opération au classement. Plaisir sort de la zone de relégation. L'équipe est 10e sur 12 avec 4 défaites et une victoire depuis début septembre. On reste à Plaisir, mais nous allons maintenant parler de handball. Les Plaisirois ont réalisé une très belle performance dans le championnat de National 3 en venant à bout de l'élite valdoise sur le score de 29-28. Une victoire acquise dans les dernières secondes et qui permet au club d'occuper la 6e place du classement et d'être en bonne position pour se maintenir en fin de saison. L'objectif annoncé. Enfin, toujours en handball, l'équipe féminine de Montigny-le-Bretonneux a encore été battue ce week-end dans le championnat de National 2. Les féminines de Denis Cholet se sont inclinées 25-22 contre Arnes à l'extérieur. Au classement, rien ne va plus. Les Igny-Montaigne sont la lanterne rouge du championnat avec 5 points inscrits depuis le début de la saison. Un bilan très compliqué de 4 défaites pour un match nul. On continue à parler de handball. Une nouvelle entente vient de voir le jour sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle concerne les jeunes du secteur. Pour en savoir plus, nous recevons sur ce plateau Laurent Le Trionnaire, dirigeant de la structure, Gwenolé Karfrieden, le capitaine, et Damien Suard, l'entraîneur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi avez-vous décidé de lancer cette structure cette année, Laurent ? Très simple, on a choisi de lancer cette structure, c'est pour offrir une offre haut niveau aux garçons de 16, 17 et 18 ans. Le but, c'est de créer une entente la plus forte possible afin d'acquérir les droits en fin de saison de postuler à une place en championnat de France moins de 18. Voilà. Damien, pourquoi avoir décidé d'être le premier coach de cette structure ? Alors le but, il est avant tout, comme le disait Laurent, de créer une entente forte pour les jeunes de cet âge-là et surtout pouvoir garder nos jeunes qui, dès l'âge de 15-16 ans, partent dans les grosses structures, le PSG, Massy Handball, et surtout d'alimenter au fur et à mesure donc la Nationale 3 de Plaisir, la Pré-Nationale de Versailles, et de pouvoir s'alimenter en interne et non pas d'aller recruter des joueurs à l'extérieur. Donc moi personnellement, je suis en travail très souvent avec Victor Garriguet, entraîneur de la Nationale 3. Gwenolé, qui est déjà là, s'entraîne 2 fois par semaine avec la Nationale 3 alors qu'il n'a que 16 ans. Et ils sont 4... Nationale 3 de Plaisir. De Plaisir, oui. Ils sont déjà 4 dans son cas. Et c'était une décision réfléchie, Laurent ? Ça faisait plusieurs mois que vous en parliez entre vous ? Oui, ça fait plusieurs mois. C'est une entente... Plusieurs années peut-être ? Plusieurs années, oui, c'est ce que je veux dire. Une entente qui renaît sur les cendres de feu, la Team 78. Qui avait malheureusement dû cesser son existence l'année dernière. Et on s'est très vite rendu compte que pour pouvoir offrir cette offre-là aux garçons, aux joueurs, on était obligé de passer par la voie d'une entente. C'est pas une situation qui est pérenne pour tel ou tel club. Une année, vous pouvez être brillant sur une génération d'âge et l'année d'après, vous allez être moins fort. Donc pour faire une entente et une équipe championnat de France pérenne, il était obligatoire qu'on se rassemble et qu'on mutualise nos forces dans ces différents clubs. Voilà. Gwenolé, pourquoi vous avez voulu participer à ce grand projet qui vient de se mettre en place ? J'ai toujours voulu. Déjà, je regardais quand j'étais plus petit, la Team 7-8, ça me faisait rêver de voir des. Ça fait rêver vraiment ? Ouais, carrément. Ouais. Je voyais, je me disais, je vais être à leur place. Du coup, direct, je n'ai pas hésité. Damien, comment se fait la sélection ?
de cette équipe? La sélection s'est faite l'année dernière en fin de saison. On a fait un tournoi avec les meilleurs éléments de tous les clubs. Il y avait une quarantaine d'adolescents. Et du coup, j'ai sélectionné 25 joueurs à peu près pour après refaire des entraînements tout le mois de juin pour créer un groupe. Et au final, ils sont un groupe de 22 joueurs pour 12 places le week-end. Donc on a un groupe qui est quand même assez important. Et la chance que j'ai, c'est sur les 22 joueurs, les 22 peuvent jouer le week-end. Alors c'est très dur des fois parce que la sélection est rude, mais pour le moment ça se passe super bien. Et tout le monde adhère au projet. Et on le voit depuis le début de saison, on est à 10 victoires et un match nul. C'est très très intéressant. Vous avez été le seul décisionnaire dans les choix? Dans les choix, oui. De joueurs? Oui, j'ai été tout seul. L'année dernière, j'étais sur le tournoi de détection, j'étais avec Philippe Létrange, qui était entraîneur de Montigny handball sur la nationale il y a quelques années, qui m'a aidé à prendre un peu plus de décisions. Mais sur la décision de tous les joueurs, j'ai été tout seul à choisir. Ouais. Du côté des joueurs, ça vous met pas un peu trop la pression, Gwenolé, de savoir que vous êtes les meilleurs finalement du secteur? Bah oui et non, en soi... non, vous êtes plus attendu forcément. Peut-être, mais c'est pas pour autant qu'on se met la pression forcément parce qu'on veut montrer ce qu'on est capable de faire, mais sinon non, pas spécialement. Et vous avez gagné quasiment tous vos matchs depuis le début de la saison. 10 victoires je crois, et un match nul, c'est ça? Contre la Cité Saint-Maur, tout à fait. Et l'objectif c'est quoi finalement, Laurent? C'est d'alimenter les équipes du secteur comme Montigny-Bretonneux, Plaisir? Exactement, c'est ça. Le but c'est que nos jeunes... partent le moins possible, parce qu'il y en aura toujours qui seront peut-être, on le souhaite, à un très haut niveau national, et là effectivement ça partira jouer dans des clubs professionnels, mais pour la grande majorité des joueurs, le but c'est que suivant leur niveau, ils puissent aller après renforcer les équipes seniors. Alors pour l'instant c'est Plaisir qui est en National 3, Versailles qui est en pré-national et Montigny qui est en honneur régional. En fonction de leur niveau atteint, ce qu'on espère c'est que nos jeunes, s'ils peuvent rester sur la région après pour leurs études, ils aillent renforcer ces clubs. Voilà. Gwenolé, il faut du temps pour que l'équipe prenne forme, à votre avis? Il en faut, mais après on prend forme quand même assez vite, parce que dès le début, on est une bande de potes quand même, et ça se remarque. Je pense dans les matchs, on se soutient toujours, on est solidaires. Et une bonne ambiance dans le vestiaire. Une bonne ambiance, carrément. Vos matchs se disputent par contre dans toutes les communes finalement qui participent au projet. Est-ce que ça ne vous déstabilise pas au niveau de l'effectif? Pour le moment, vous avez joué par exemple à Plaisir le week-end dernier. Pour l'instant, on a joué qu'à Plaisir à Versailles parce que par rapport aux dates de championnat, on savait le lundi ce qu'on recevait ou pas pour le week-end. Mais après, ça va jouer sur les 5 communes. Donc il y a Elancourt-Morpas, Voisins-le-Bretonneux, Montigny, Versailles et Plaisir. Après, comme généralement on essaie de s'entraîner même pendant les vacances un peu partout, donc c'est pas grave. C'est vrai qu'on peut se dire on n'est pas vraiment à domicile parce qu'on n'est jamais vraiment au même endroit, mais au contraire c'est un événement pour tous les clubs. Quand je vois Elancourt-Morpas qui est une petite structure, de recevoir l'Entente qui j'espère l'année prochaine sera en championnat de France, c'est un gros événement pour eux, donc faut le prendre plus comme ça que plutôt se dire on n'est pas forcément à domicile. Oui, puis si je peux rajouter un truc, si c'est une contrainte qu'on s'est un peu fixée entre dirigeants et avec les joueurs, on a choisi peut-être de les mettre un peu dans l'inconfort de ne pas avoir vraiment une salle à domicile. Mais si on veut que l'entente ait une réalité concrète et une existence bien réelle pour les différents membres, il faut qu'on aille à tour de rôle jouer à Plaisir, à Montigny, à Versailles, et Elancourt et voisins, de manière à ce que tout le monde ait bien conscience que dans quelques années, les enfants de cette ville-là qui ont peut-être 2-3 ans de moins peuvent intégrer l'entente et ça peut devenir une réalité pour eux. Voilà. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite beaucoup de réussite sportive avec cette nouvelle structure qui vient de se créer au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Merci bien. Un mot de golf à présent. À moins d'un an de l'organisation de la Ryder Cup en France, au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, les capitaines Thomas Bjorn pour l'Europe et Jim Furyk pour les États-Unis ont continué mardi la promotion de l'événement auprès du grand public. Après avoir rencontré lundi dernier des enfants sur le parcours du Golf National, ils ont participé à une conférence de presse qui a réuni les journalistes du monde entier. Un montage de Xavier Jalin. Opération séduction autour de la Ryder Cup 2018. Ce mardi 17 octobre, au lever du soleil, les deux capitaines de la compétition, Jim Furyk et Thomas Bjorn, ont tapé quelques balles du haut du premier étage de la Tour Eiffel devant les caméras. Quelques heures plus tard, dans un hôtel parisien, les golfeurs ont lancé officiellement les hostilités lors d'une conférence de presse.
C'est le top départ du Ryder Cup 2018. C'est maintenant les capitaines se rendent compte que c'est du sérieux, qu'ils ont une équipe à former. Dans la salle, des dizaines de journalistes venus du monde entier, la conférence a notamment été retransmise en direct sur les grandes chaînes de télévision américaines et britanniques. C'est un événement énorme. C'est l'événement le plus important pour le golf à l'échelle mondiale, sans aucune question possible. C'est un événement qui passionne les foules en Grande-Bretagne. C'est le 3e, 4e événement le plus important, le plus suivi au monde. Et là, on a l'impression que les Français sont en train de le découvrir. Et tant mieux, il reste encore 11 mois pour que la France l'approprie. Sur le plan sportif, pas de grandes annonces pendant ces 30 minutes de questions-réponses. L'Américain Jim Furyk a tout de même annoncé compter sur la superstar Tiger Woods si ce dernier avait le feu vert des médecins. Du côté des Européens, Thomas Bjorn a prévenu qu'aucun golfeur n'avait sa place assurée dans l'équipe, y compris les Français. Il ne faut pas, je pense qu'il a été clair, espérer ou attendre un choix, un wild card naturel pour un Français. Après Jean Van de Velde, Thomas Levé et Victor Dubuisson, un 4e Français sera-t-il sur les greens du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines du 28 au 30 septembre 2018 ? Réponse dans 11 mois. Après ce reportage Ryder Cup, on continue à parler de golf dans ce magazine avec le premier Open TV 78 organisé en partenariat avec la Fédération française. L'événement était programmé vendredi dernier sur le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. 30 équipes de 2 joueurs se sont affrontées sur les greens de l'Albatros. À la sortie de ce rendez-vous, notre journaliste Patrice Carmouze avait été avec l'un des organisateurs, Laurent Mazori. Il nous dresse le bilan de cette première édition. Bon, on va tirer un petit bilan, plutôt opération réussie, non ? Opération tout à fait réussie. D'abord avec une météorologie qui est absolument favorable et extraordinaire pour jouer au golf. Des participants, je crois, heureux. Un parcours qui a été préparé aux petits oignons par le Golf National. Des compétiteurs qui se sont montrés à la hauteur de ce parcours, qui ont pris, je crois, beaucoup de plaisir. Et qui pas facile le parcours. Ah non, un parcours qui avait été préparé aux petits oignons, comme l'on dit, pour être compliqué, difficile, et que tout le monde puisse s'amuser, aussi bien les golfeurs, on va dire, un peu moins aguerris, que les plus aguerris de ceux qui ont le plaisir de pratiquer ce beau sport. L'intégralité de l'interview sera retrouvée dans le prochain À part 78. Une deuxième édition sera programmée les 23 et 24 mars 2018. On ouvre à présent une page sport automobile dans ce magazine. Nous allons revenir sur la très belle performance du jeune Guyancourtois Jimmy Elias. À 8 ans, il a réussi à terminer 6e de la finale internationale organisée au Mans le 15 octobre dernier. Pour nous parler de ce résultat, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau la nouvelle pépite du karting français, Jimmy Elias, déjà champion de France, et son père, Cyril Elias. Bonsoir. Bonsoir. Alors je le disais, super 6e place de Jimmy au Mans. Magnifique. Magnifique. Ouais, on est vraiment impressionné par ce résultat. Il y avait les meilleurs pilotes mondiaux, 41 nations représentées. Et donc Jimmy était le plus jeune, à 9 ans et 1 mois. À 9 ans, excusez-moi, voilà. J'ai dit 8 ans précédemment. 9 ans et 1 mois. Et donc la plupart des pilotes avaient entre 11 et 13 ans. Donc très grande performance de Jimmy, très très grande performance. Jimmy, est-ce que tu t'attendais à réussir un résultat comme celui-là ? Pas du tout. Et je l'ai réussi. Du coup, je suis très fière. Et comment t'as fait selon toi pour réussir ce résultat ? Je me suis concentrée. J'ai bien pris mes trajectoires et c'est venu tout seul. Vous l'aviez préparé cette course, Cyril, avec lui ? Malheureusement, non. Pas du tout ? Non, on a eu l'inscription 48 heures avant la course. 48 heures avant ? Donc c'est le seul regret qu'on a, c'est de... On n'a pas pu... on a été inscrit vraiment in extremis au dernier moment. Pourquoi ? C'est un peu compliqué pour des histoires de licence et que Jimmy était très jeune. Et de qualification, ça a été un peu rude, mais on a quand même réussi à avoir cette inscription. Donc je pense que... Pas de repérage de circuit, rien du tout avant ? Malheureusement non, parce que c'est une catégorie que Jimmy découvrait. Un nouveau moteur, un nouveau châssis, des nouveaux pneumatiques. Donc malheureusement, il y a des gens qui préparent cette course depuis 1 an. Donc on a tout découvert sur place. Jimmy, bravo, parce que tout découvrir comme ça, dans une catégorie beaucoup plus rapide que celle où il est d'habitude, je pense que si on avait pu préparer, je pense qu'il aurait joué la gagne. Jimmy, est-ce que tu penses que tu aurais pu faire mieux ? Ton papa le disait, tu aurais peut-être pu jouer à la gagne si tu avais été mieux préparé. Est-ce que tu aurais pu faire mieux ? Oui, 48 heures avant, c'est difficile de se préparer. Et si je me serais préparé avant, j'aurais peut-être pu faire le podium ou gagner. Qu'est-ce qu'il doit améliorer encore, Jimmy, dans sa façon de conduire ?
Ou dans la gestion du karting. Ouais, on va dire qu'en France, le règlement est très strict. Ils n'ont pas le droit au contact. C'est vraiment très très réglementé. À l'international, les courses sont plus violentes. Il y a des boîtes, il y a des petits coups de ponton. Les gamins sont beaucoup plus agressifs. Et donc, je pense juste un petit peu plus d'agressivité. Et je pense que ça aurait pu faire la différence. Alors, tu as eu la chance d'avoir comme supporter Esteban Ocon, le pilote de Formule 1, qui pilote sur Force India. Pourquoi est-il venu sur le circuit, Jimmy ? Pour me donner beaucoup de conseils et me faire progresser encore plus. Et qu'est-ce qu'il t'a donné comme conseil, par exemple ? Où il faut passer, il faut freiner plus tard, comme ceci. C'est un peu un coach aussi, pour toi. Voilà. Cyril, il aide beaucoup Esteban Ocon. Il aide beaucoup Jimmy. Oui, c'est extraordinaire. Esteban Ocon, je l'ai connu, il avait l'âge de Jimmy. Il était déjà très impressionnant, Esteban, quand il a commencé. Et il a, c'est un diamant pur, quoi. Je veux dire, il est vraiment très très fort, même dans sa connaissance du sport auto, dans la gestion de la course. Il aide énormément Jimmy. Il donne des conseils. Mieux on peut pas faire, je crois. C'est vrai que c'est vraiment le grand pilote français et je pense qu'aujourd'hui il fait partie des meilleurs pilotes mondiaux. Donc c'est un honneur de l'avoir à nos côtés. Lui, son papa, qui sont des amis en plus. Et il nous donne un vrai coup de main. C'est extraordinaire. Jimmy, quelle est la prochaine étape pour toi ? Qu'est-ce qui te donne envie dans le futur ? Déjà être champion du monde en karting et après être en Formule 1. Être en Formule 1 ? Alors tu es fan, je crois, de Lewis Hamilton et Esteban Ocon. Esteban Ocon aussi, oui, il vaut mieux, vu que c'est son coach. Oui, mais c'est vrai que, tout petit, Lewis Hamilton, et quand on a vu la progression d'Esteban, c'est vrai que, aujourd'hui, il suit vraiment Esteban. Il est très impressionné par ce pilote très talentueux et qui, en plus, son parrain sportif. Mais voilà, c'est vraiment un très bon modèle pour lui. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On te souhaite évidemment, Jimmy, beaucoup de réussite à l'avenir et d'être champion du monde. Merci. On prend à présent la direction de Guyancourt. Pour la 3e année d'affilée, une course solidaire était organisée jeudi dernier aux étangs de la Minière. Ce challenge avait pour objectif de récolter des fonds en faveur de 2 associations, les Restos du Cœur et Joëlette pour Anaël. La course proposait une marche de 6 km, une course à pied de 8 km et un trail de 10 km sur un tracé en pleine nature. L'événement a réuni plus de 330 participants, dont la plupart sont venus d'une dizaine d'entreprises. On écoute l'un des organisateurs. Il y a des sportifs là qui sont habitués à faire des compétitions, des marathons, voire au-dessus. Et il y a aussi un challenge un peu inter-entreprise, puisqu'on a aussi la participation des entreprises comme Renault, on a Baxter, on a Lassor. Voilà. Il y a tout un tas d'entreprises qui sont venues se greffer sur cet événement qui, à l'origine, était parti de chez nous, chez Sodexo. L'événement a permis de récolter plus de 5 000 € en faveur des 2 associations. Une 4e édition sera programmée l'année prochaine. On passe maintenant à notre page agenda. Cap sur l'océan, dans ce 7-8 sport, le skipper versaillais Tanguy de la Motte prendra le départ de la 13e édition de la Transat Jacques Vabre le 5 novembre prochain sur son IMOCA Initiative Cœur. Une aventure transatlantique entre le port du Havre et le Brésil qu'il partagera en duo avec la navigatrice Samantha Davis. Pour la dernière course de sa carrière, Tanguy de la Motte espère terminer dans le top 5 du classement grâce à son nouveau bateau équipé de foils. Des ailes profilées qui se déplacent dans l'eau et qui permettent d'aller plus vite. On écoute le skipper. Il y a 5 bateaux qui auront des foils. Donc on vise d'être dans ce groupe-là et si possible d'être sur le podium. On se connaît bien avec Samantha parce que c'est donc la 2e fois qu'on fait la course ensemble. Donc on a beaucoup travaillé cette année, on s'est entraîné avec les meilleurs. Donc on vise une belle performance sur cette course pour être au niveau de notre bateau et du travail qu'on a fourni. On referme ce magazine par du cyclisme. Le prochain Tour de France sera de passage dans les Yvelines. Le tracé de la 105e grande boucle a été dévoilé mardi dernier. La compétition se déroulera du 7 au 29 juillet 2018. Dernière étape au départ de Houille. Le département qui accueille donc de nouveau l'ultime étape 5 ans après Versailles. Au programme, 115 km pour rejoindre le grand final des Champs-Élysées à Paris. Et puis on l'a appris, vendredi dernier, les Yvelines accueilleront les championnats de France de cyclisme sur route du 28 juin au 1er juillet. C'est sur la commune de Mantes-la-Jolie que seront installées la ligne de départ et d'arrivée du rendez-vous. Nous aurons l'occasion d'en parler dans un prochain 7-8 Sport. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV 78.